والضحى والليل إذا سجى وما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله. Chers membres de l'AGV, de l'Association des Guinéens de la Vienne, c'est à nous une immense joie et plaisir que vous soyez parmi nous cet après-midi pour célébrer la fête nationale de la Guinée, mais aussi commémorer la mort de notre fils Isaka Kamara, qui était décédé ici, qui est membre de l'association, voire même la douzaine du chargé du sport, et sa maman aussi est la chargée sociale de l'association. Raison pour laquelle, si l'organisation a été un peu désagréable, nous tenons à nous excuser parce que voilà, nous sommes à un moment de deuil. Raison pour laquelle on a enlevé beaucoup de choses et on avait aussi arrêté les organisations un certain temps. Jusqu'à ce que les membres de CNT nous ont donné le souffle en nous disant qu'ils voudront bien nous honorer et être parmi nous à ce jour. Si vous le constatez, cette célébration s'inscrit dans le cadre scientifique en organisant cette conférence. Ce que nous allons écouter dans l'instant, chers invités, chers membres, l'AGV a pour but d'unir les Guinéens de la Vienne, comme cela est mentionné dans l'article 7 du statut. C'est dans cet esprit de l'unité que nous formulons nos doléances auprès de nos conseillers nationaux et leaders politiques présents, de continuer à œuvrer dans ce sens, en se référant de quelques termes de Kwame Nkrumah qui disait « Les forces qui nous unissent sont plus grandes que les difficultés qui nous divisent ». Mon équipe compte considérablement sur tout un chacun de vous d'œuvrer dans ce sens, pour qu'enfin, que nous soyons harmonisés. Pour être à côté de nos confrères du jour au lendemain, ça ne peut pas se passer sans l'unité. Chers invités, à ma qualité de président de l'Association des Guinéens de la Vienne, je ne saurais finir mon allocution sans vous remercier toutes et tous, plus particulièrement mon équipe de l'organisation qui est présidée par Mme Diallo Rama Baldé et Mme Gris, ainsi que Djamay Monassi, de l'effort consenti pour la réussite de cet événement. Nous demandons le bon Dieu Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous bénisse. Je vous remercie. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire? C'était tout simplement vous dire ce qui se passe actuellement dans notre pays. Si on parle de réconciliation nationale, cela veut dire qu'on a connu de sérieux problèmes. Depuis 64 ans d'indépendance, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, la Guinée est le seul pays qui avait dit non au référendum du général de Gaulle le 28 septembre 1958. Ça a accentué et a accéléré un processus de rupture avec la France. Donc, en d'autres termes, les deux pays qui ont eu des relations relativement, ou même trois, heurtées dans le processus de décolonisation, c'est la Guinée de manière soft, c'est le Cameroun avec une guerre civile, et c'est l'Algérie avec une autre guerre civile. Mais, en ce qui nous concerne, jusqu'à présent, la mémoire historique, la mémoire collective n'est pas restituée conséquemment pour que la société guinéenne puisse se réconcilier avec elle-même. En septembre 2021,
il y a eu un coup d'État qui a renversé le régime de M. Alpha Condé, qui aussi avait fait une rupture anticonstitutionnelle en allant et en imposant un troisième mandat. Depuis septembre 2021 à aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. L'actuel président de la transition, qui est le colonel Doumbouya, à la tête d'une junte militaire, a fait des choses qui nous amènent à rendre à César ce qui appartient à César. En ce qui concerne le processus de la réconciliation nationale, une campagne a été organisée à travers les assises nationales. Et l'ensemble des communautés guinéennes à l'intérieur du pays et à l'extérieur ont été associées pour leur demander comment ils voient la Guinée, quels sont les problèmes que la Guinée connaît en termes de violation des droits de l'homme, en termes de violation de manière générale, et selon eux, qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils attendent du présent et du futur. Il y a eu 31 personnalités qui ont été désignées pour le Comité national des assises, qui était présidé par El Hadj Mamad Saliou Camara, le grand imam de la mosquée Faisal, et Monseigneur Vincent Koulibaly, l'archevêque de Conakry. Je fais partie de ce comité national des assises et nous avons sillonné l'intérieur du pays et d'autres sont venus dans les représentations diplomatiques de la Guinée rencontrer les Guinéens qui souhaitent s'exprimer et qui souhaitaient être entendus. Nous avons terminé ce travail à la fin du mois de mai et le rapport final des assises a été remis au président de la transition à la fin du mois d'août dernier. Voici le recueil résumé du rapport final des assises. Il y a un autre recueil beaucoup plus volumineux que je n'ai pas pu amener, mais je pense que vous l'aurez également pour s'enquérir des 45 recommandations qui figurent dans ce rapport final des assises. Donc, un processus qui doit aller vers la réconciliation nationale est engagé. Permettez-moi de vous dire 3 ou 4 points principaux concernant ce rapport final des assises. Choses qui sont en train d'être faites. Par rapport au jugement et au procès du 28 septembre 2009, comme vous le savez, ce procès a commencé il y a 4 jours et va continuer ses travaux à partir de mardi prochain. C'est la première fois depuis 63 ans, 64 ans d'indépendance que des anciens dirigeants du pays sont appelés à la barre pour apporter des éléments de justification ou pourquoi le 28 septembre 2009, des forces armées ont massacré plus de 100 et quelques personnes et violé des femmes au niveau du stade du 28 septembre 2009. C'est un procès historique pour la Guinée, c'est un procès historique pour l'Afrique et rendons à ceux qui ont pris l'initiative de l'organiser, rendons-leur ce qu'ils doivent mériter et saluons leur courage. Parce que c'est un courage politique d'organiser le procès du 28 septembre 2009. Donc, le procès concernant le massacre du 28 septembre 2009 va se poursuivre. Mardi prochain, je serai à Conakry en tant que président de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009. Je serai présent pour dire que je suis à la disposition de la justice pour apporter mon témoignage lorsque les parties civiles seront appelées à la barre pour donner de plus amples explications sur la manière
et sur les faits tels qu'ils se sont déroulés. Un. Deuxièmement, le rapport indique, par rapport à tous ceux qui étaient blessés durant ces dernières périodes, qui ont été violentés, qui ont eu des séquelles graves, une prise en charge médicale immédiate des malades et des victimes des droits humains sera engagée. Une commission ad hoc et de suivi et d'exécution des recommandations des assises est déjà mise en place. Parce que le gouvernement a décidé qu'il n'est pas question pour lui de faire un rapport et que le rapport soit remis et qu'on mette ça dans les tiroirs. Une technique a été mise en place auprès du Premier ministre, composée d'éléments des ministères et des éléments d'anciens du Comité national des assises, dont 6 personnes, ou 7. Je fais partie de ce comité technique des assises pour faire en sorte de donner des directives au gouvernement afin que celui-ci fasse le nécessaire pour prioriser les différentes recommandations qui sont ici. Comme vous le savez, les 45 recommandations ne veulent pas dire que c'est la transition qui va réaliser tout cela, non. Mais il y a des étapes extrêmement importantes. Eux, ils commenceront. Le gouvernement qui sera démocratiquement élu va continuer le travail pour renforcer le processus de réconciliation nationale. Il a été dit qu'il faut une commission vérité et justice pour passer en revue tous les problèmes et tout le passif historique que la Guinée a connu de l'indépendance à maintenant. Cela ne veut pas dire que le procès du 28 septembre 2009 est le seul élément de violation massive et grave des droits de l'homme. Vous avez les événements du 4-5 juillet 85. Vous avez tout le passif historique de l'ancien régime. Vous avez 22 janvier 2007. On ne peut pas les citer. Vous avez toutes les tueries qui se sont déroulées en Guinée forestière. Vous avez également tout ce qui s'est passé autour de Conakry avec les violences politiques autour de l'Axe, et sans compter la destruction de Kapororaï, etc., etc., etc. Comme vous le savez, la liste est longue, on ne peut pas tout citer, et la commission Vérité et Justice doit faire en sorte que des Guinéens puissent revoir leur passé et pour essayer de comprendre pourquoi des Guinéens ont-ils amené des leurs à perdre la vie, à être pendus, à être emprisonnés, à être exilés, et ceci tout au long de longues périodes de notre histoire. Ça, c'est extrêmement important. Il faut également un comité scientifique pour faire un travail de mémoire. Vous avez vu que l'Algérie et la France sont en train de faire un travail, disons, de mémoire pour passer en revue des actions qui sont passées il y a plus de 30, 40, 50 ans. Parce que l'histoire, il faut la connaître. Si tu ne connais pas l'histoire de ton pays, tu risques de répéter les mêmes fautes et que ce soit perpétuellement des répétitions. Et nous avons connu beaucoup de répétitions, et d'où la nécessité de faire en sorte que le devoir de mémoire et le devoir d'écrire l'histoire générale de la Guinée puisse se faire en déclassifiant des documents qui existent en Guinée et qui existent également à l'étranger. C'est un travail d'historien, c'est un travail de scientifique qui va être mis en place. Le reste, la question de la réhabilitation. Il y a des gens qui ont été accusés d'être des agents de la 5e colonne. Des gens ont été pendus, des gens ont été insultés. Il faut rétablir la vérité historique et réhabiliter ceux qui ont été injustement salis
et dont les familles, jusqu'à présent, gardent au fond d'eux-mêmes cette rancœur et cette tristesse. Il y a d'autres, on ne connaît pas où sont les corps. De toute l'histoire de la Guinée, il y a beaucoup de disparus. Il faut rechercher les charniers et faire en sorte de déterrer les restes, et avec des techniques que d'autres pays ou d'autres organisations connaissent, essayer de restituer les corps aux familles pour qu'elles fassent le nécessaire pour rendre chacun à sa famille ce qui lui appartient, pour que les cérémonies comment on appelle ça, de veuvage puissent se faire conséquemment. Ça touche tout le monde. On ne va pas dire ça touche tel. La famille a été exterminée, ses frères, ses proches. Mais il faut que leurs familles retrouvent leur corps pour qu'ils fassent le deuil. C'est valable pour les autres familles qui ont été victimes autant lorsque le camp Barrow était en place. C'est valable également pour toutes les récentes tragédies que nous avons connues. C'est pour vous dire que ce travail de mémoire, ce travail historique et ce travail permettant de ressortir la vérité est un travail essentiel pour l'avenir et pour le présent aussi. Donc, si le CNRD a engagé ce processus, cela veut dire que dans une certaine mesure, ils veulent que le processus de réconciliation nationale ne soit plus des simples paroles ou des incantations, mais des actions concrètes pour que la vérité triomphe et que la justice se fasse et que le pardon puisse s'instaurer pour réunifier et réconcilier les uns et les autres, parce que si ce travail n'est pas fait, il va de soi que chacun au fond de lui-même regarde l'autre en se disant: est-ce qu'il est coupable? Quelle est sa position par rapport à telle situation antérieure? Voilà les quelques points. Il y a d'autres, mais je ne peux pas tous les citer. C'est pour vous dire que le travail de réconciliation nationale, c'est un travail qui est permanent et qui doit être programmé étape par étape pour qu'on puisse avancer. Ça, c'est pour les assises et ce travail va continuer. Et dans les prochaines semaines, il y aura la vulgarisation de ce travail-là à travers des commissions qui vont sillonner aussi bien l'intérieur de la Guinée que l'extérieur. Pourquoi il faut faire cette vulgarisation? Parce qu'il faut que les Guinéens connaissent leurs droits, que chacun sache où finit sa liberté et où commence la liberté de l'autre, et que les dirigeants sachent qu'ils n'ont pas un droit de vie ou de mort sur leurs citoyens, que le patrimoine national n'est pas au service d'un clan, c'est au service de l'ensemble de la collectivité nationale. Si dans nos mentalités et dans nos têtes on intériorise ça, on n'acceptera pas certains abus qui sont inacceptables. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à la réconciliation nationale et notre rôle dans le processus. Je ne sais pas, il me reste combien de minutes? 4 à 5 minutes. C'est vous qui voyagez, hein? Oui, 4 à 5 minutes. Donc, de transition. La feuille de route de la transition est en discussion avec les instances de la CEDEAO et une dynamique de dialogue est en train d'être mise en place. Vous savez, avant-hier, des facilitateurs ont été nommés à travers 3 grandes dames, Madame Aïcha Ba, Madame Joséphine Guilao et Dr Makale Traoré. Donc, ce travail-là va se faire. Mais, un peu partout, les Guinéens sont inquiets. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont une bonne information de ce qui se passe dans leur pays? Est-ce qu'il n'y a pas une manipulation politique qui les amène toujours à douter qu'en Guinée, de bonnes choses sont possibles? Ça, c'est nous qui devons, entre nous, retrouver ça. De bonnes choses sont possibles dans notre pays. Mais la classe politique, puisqu'on son rôle dans la transition est évoqué, la classe politique guinéenne a des problèmes.
Si moi je considère que tout ce qui m'intéresse, ce n'est que ça mon intérêt, et que l'intérêt national est secondaire par rapport à mon intérêt personnel, il va de soi qu'on ne va pas s'en sortir. Et malheureusement, un pays qui est doté par la nature et par Dieu, nous sommes en retard parce que la mentalité qui domine dans notre pays, chacun dit « moi d'abord, moi, et le reste je m'en fous ». Comme ça, le pays ne sera jamais construit et notre communauté nationale ne fait que se vider de ses forces vives. Et ça, il faut que ça cesse. Il y a des gens aujourd'hui, parce qu'ils sont épinglés par la commission de répression des infractions financières et économiques, ils disent tout ce que ce gouvernement va faire est mauvais. Il faut les chasser. Est-ce que c'est leur vision de l'intérêt national qu'ils ont mis en avant ou bien leur vision personnelle pour échapper à la justice? Et c'est malheureusement le cas qui se présente qui font que vous entendez des tas de choses. Mais il faut garder espoir que tant que la justice et la vérité ne seront pas ceux qui triompheront, on aura toujours des problèmes. Et si on veut sortir des problèmes, il faut que la justice et la vérité l'emportent sur toutes les autres considérations. Voilà ce que je peux vous dire. Et moi, personnellement, j'ai grand espoir que cela sera possible parce que ce qui se fait aujourd'hui ne s'est jamais fait et ceux qui ont décidé de le faire ont eu le courage. On m'a demandé d'intervenir sur une vingtaine de minutes sur le rôle de la jeunesse dans la société en général. Et nous avons une société qui, aujourd'hui, si je porte ce projecteur vers l'Afrique, vers la Guinée, qui est caractérisée par une population particulièrement jeune. Si nous prenons les statistiques aujourd'hui de la Banque mondiale ou les statistiques de la Banque africaine de développement, 60% de la population africaine a moins de 24 ans. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et en même temps, ces 60%, il faut les projeter à l'horizon 2050. En 2050, d'après les statistiques et les projections de statistiques actuellement, 35% des jeunes du monde seront africains. Ils seront sur le continent africain. Cela nous interpelle doublement. Cela veut dire que la force substantielle, la vraie force de production, de réflexion, elle sera en Afrique. Mais aussi la force de consommation, elle sera en Afrique. Maintenant, nous avons le choix de nous dire, est-ce que cette jeunesse, on va la laisser, on va continuer à la regarder venir s'échouer sur les plages de la Méditerranée, ou bien on va voir et laisser cette jeunesse se vider de sa substance intellectuelle et venir nourrir les pays d'Europe et d'Asie ou d'Amérique, ou alors nous, le rôle de nos politiques et nous autres qui devons réfléchir, devons donner des perspectives à cette jeunesse pour faire en sorte que cette jeunesse puisse construire elle-même le continent africain. Je ne reviendrai pas et je n'aimerais pas qu'on se retrouve un jour, dans quelques années, à donner raison au dicton d'un grand poète arabe qui disait « Ala layta shababu yaoudu yawman fa'ukhbiruhu bima fa'ala shabibu » Nous n'aimerions pas être dans cette place où il dit si toutefois la jeunesse pouvait revenir un jour et que je puisse lui dire ce qu'ont fait les vieux. Parce que cette jeunesse ne reviendra pas. Une fois que j'ai dit ces mots, vous comprendrez bien de quoi je veux parler. Je veux parler ici du rôle essentiel que nous avons à jouer maintenant et plus tard. Pourquoi? Pourquoi maintenant? L'Afrique et particulièrement la Guinée, nous sommes aujourd'hui à 64 ans. C'est-à-dire que notre chère Guinée, notre chère patrie a 64 ans. À 64 ans, une mère a besoin de ses enfants. À 64 ans, un père a besoin de ses enfants, en tout cas dans notre conception. C'est au moment où l'enfant prend le relais de ses parents. Si à 64 ans, tes enfants, tu ne les as pas bien éduqués, tu ne les as pas bien formés, ben là tu vas regretter. À 64 ans, la Guinée a formé des jeunes. L'indépendance de la Guinée en 1958 a été portée par des jeunes
qui n'avait que 30, 35, 38 ans. Bahouri est là pour en témoigner. Il était de ces combats-là. Je suis né en 58. Non, je dis, il était de ces combats-là parce qu'il les a connus, ces gens qui ont porté ces combats-là. Il les a connus très vite dans sa jeunesse. Il les a côtoyés. Il a eu la chance de côtoyer ces gens qui avaient 35 ans à l'époque de 1950. C'est clair. Donc, c'est un témoin de l'histoire. Il va de soi que nous qui avons aujourd'hui 20, 25, 30, 35 ans, 40 ans, nous sommes dans la force de l'âge et c'est là que la Guinée a besoin de nous. C'est là que notre pays a besoin de nous. De quoi ce pays a-t-il besoin aujourd'hui? Ce pays a-t-il besoin de gens qui passent leur journée sur Instagram et sur Twitter ou sur Facebook? C'est une question que je pose. Oui, peut-être, sans doute. Mais ce pays a besoin de beaucoup plus que ça. Ce pays a besoin de jeunes conscients qui prennent, Bahouri l'a dit tout à l'heure, qui prennent à cœur leur rôle et ne pas se lamenter, dire que nous avons été victimes de la colonisation. Certes, c'est dans le passé. On a le choix avec le passé. C'est soit on a fait une donnée qui nous permet de grandir, ou bien on continue à vivre dans le passé, à dire « Ah ben si on n'est pas développé, c'est parce qu'il y a eu la colonisation ». Ou bien dire, ok, il y a eu la colonisation il y a plus de 64 ans, aujourd'hui on a 64 ans d'indépendance, nous allons nous assumer et nous allons faire les choses. Et c'est ce qu'on attend de vous les jeunes, c'est de prendre cette responsabilité, ce leadership-là, tant au niveau social, au niveau économique, mais aussi au niveau politique. La plupart de nos politiques aujourd'hui, ils sont au-delà de 60-70 ans. Il va de soi qu'il faut former cette relève politique. Et c'est nous les jeunes qui devons jouer ce rôle. Les jeunes, allons-nous laisser ce drapeau guinéen tomber par terre ou allons-nous le reprendre? Notre rôle, c'est de reprendre ce drapeau et porter haut ce flambeau. Cela va dire que nous avons besoin, pour cela, dans ce rôle, j'ai pris en compte quelques points sur lesquels je voudrais m'attarder. Le premier point, c'est la prise de conscience. C'est le fait de savoir qui nous sommes, qui sommes-nous. La Guinée, c'est quoi? C'est quoi cette famille nous répétons en longueur de journée, la Guinée est une famille. C'est quoi cette famille? Est-ce que c'est une famille recomposée ou c'est une vraie famille ou nous voulons en faire une famille? Cette prise de conscience, la prise de conscience de ce qu'est notre histoire, s'approprier cette histoire et en faire une donnée pour avancer. Cette prise de conscience, c'est le premier acte que je demande à cette jeunesse. Une jeunesse consciente de sa force, la force de la statistique que j'ai donnée tout à l'heure en préambule de mon intervention. Le deuxième rôle sur lequel nous sommes attendus, c'est la formation. Nous sommes dans une étape de l'histoire de l'humanité où les forces de production, la production, elle est la partie la plus importante de la production, c'est la matière grise, la formation. Le défi immense qui est lancé aujourd'hui à la population, à la jeunesse africaine, c'est de se former. Être au diapason des nouvelles technologies. Ne pas rester dans ce rôle primaire de consommateur, mais être dans un rôle précurseur de formateur, de créateur, d'innovateur. C'est là où on nous attend. Si je pose la question dans la salle ici aux jeunes, quelle est la formation que vous avez? Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on se contente du minimum. Visez haut, regardez loin, allez-y, battez-vous. Et ne vous imposez de limites que le ciel, voire même au-delà. C'est ce qu'on attend de vous les jeunes aujourd'hui. Cette formation dans tous les domaines. Nous avons la chance d'avoir un panel très large de domaines de formation. Que ce soit dans les sciences sociales, dans les sciences économiques, dans les sciences expérimentales. Allez-y, formez-vous. Formez-vous, mais ne restez pas les bras ballants. Donc c'est le deuxième défi qui est lancé à cette jeunesse. Le troisième défi, c'est la responsabilité. Nous avons un pays, la Guinée, qui aujourd'hui est le premier producteur de bauxite, ou la première réserve de bauxite et le deuxième producteur de bauxite. Je prends juste l'exemple de la bauxite. Et cette responsabilité, la jeunesse, nous devons porter cette responsabilité de nous approprier ces matières premières-là. Faire en sorte que l'essentiel de ce que produit notre pays soit, comme l'a dit tout à l'heure Bahouri, reversé dans le pot commun, dans le bien destiné à tout le monde. Cette responsabilité, nous ne devons pas la porter de façon aveugle. Nous devons la porter de façon éclairée et de façon toute consciente. Le troisième ou le quatrième point sur lequel je vais m'attarder, c'est l'engagement. Cette jeunesse, vous avez un rôle d'engagement qui est très très important.
non pas de suivisme, mais d'engagement à la fois d'engagement civique, d'engagement... Bon, d'abord, nous remercions le bon Dieu. Nous sommes là aujourd'hui à Poitiers sur l'invitation de cette association qui a invité le président du CNT venir fêter le 2 octobre avec eux ici à Poitiers. Le président nous a fait honneur. Moi avec les deux conseillers qui sont là, il s'agit de M. Salia Kamara et M. Mouri Douno, tous les deux conseillers nationaux au CNT, de venir lui représenter ici. Moi d'abord en ma qualité de président de la commission de réconciliation et des droits humains. Je vous avoue que nous sommes très heureux et nous sommes très contents de participer à la fête de l'indépendance ici aujourd'hui à Poitiers en France, parce que la colonie et la communauté guinéenne s'est mobilisée aujourd'hui, femmes comme hommes, pour venir partager ce moment avec eux ici aujourd'hui. Alors nous remercions le bon Dieu et nous sommes très contents de venir participer à ça. Et nous avons parlé effectivement de beaucoup de choses ici qui concernent non seulement le CNT, et qui concernent les droits humains et effectivement qui concernent aussi la réconciliation entre les Guinéens. Nous avons parlé de tout cela ici à l'occasion du 2 octobre. Alors, avant tout, c'est un sentiment d'appel à la responsabilité. 64 ans, c'est beaucoup. La Guinée commence à devenir une vieille dame. À 64 ans, cette vieille dame doit pouvoir compter désormais sur ses fils et filles. Et nous sommes à un moment charnière de notre histoire. C'est un moment où nous devons nous reprendre la main. C'est un moment où nous devons réorienter ce que nous voulons faire de notre avenir commun. Cet avenir commun, cette chose commune que nous avons, la Guinée. Donc il faut que chacun mette en œuvre ses forces, ses capacités intellectuelles, ses capacités physiques et ses aptitudes sociales pour conjuguer ses efforts, les orienter vers le décollage, le réel décollage social, économique de cette mère patrie qu'est la Guinée. Moi c'est Diallo Abdul, j'habite à Poitiers, je suis guinéen. C'est une bonne chose, puis vraiment on est très heureux, 64 ans d'indépendance. On espère que la Guinée, que toute la population soit unie, que ce soit Peul, Soussou, Malinké, Guerzé, Forêt, tout, on est tous guinéens en fait. Et que cette fête de l'indépendance nous apporte de la santé, beaucoup de courage et puis surtout à tous les Guinéens. C'est Elhadji Aboubacar Sylla. En ce qui concerne l'indépendance de la Guinée, c'est une affaire pour tous. Ça intéresse tout le monde, comme je le dis, et chacun doit s'y mettre. La fête de la Guinée, surtout de l'indépendance, franchement, personne ne doit s'éloigner. Il faut fêter, parce que c'est à cette opportunité que la Guinée a été libre. La Guinée s'est reconnue réellement la Guinée. La Guinée a su, le peuple a su qu'il est propriétaire, qu'il doit s'approprier de toute la Guinée et de s'y mettre dans la mise en œuvre de tout ce qui nous concerne dans le cadre du développement du pays. La Guinée a 64 ans, fête indépendance. Il y a la Guinée a 64 ans. Alhamdulillah rabbil alamin. Ala ka wonye gbata fanso to heri marigi abaro na fan womma ba wona wonye tenanna wombalogi afanyira febiri wona ma kan ma womma nyamabe ala ka wonna wombela ka so wombore yira ala ka wonye yela wombe nanan tungara wombela ka so wonyire wombore yila gina kana na wombirina awo bela ka so bore wala mane ina ga ko ni gabato malangi nanan ku igbo mba na kan yo fa wombela gina ala kana raba wombe ala ka bonya safi wombiri mana mari gina ka yo fa wombe ala kana raba na kan mu fa ala ka hala fa hala ka siga ala kana raba wombe nye. Mon sentiment sont immenses. Le fait que 64 ans, c'est pas 65 jours, c'est pas 65 mois. Ça veut dire que les Guinéens doivent se donner la main, se réconcilier entre eux-mêmes, entre eux
Et entre la personne et devant Dieu d'abord, tu te dis qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. C'est ça la réconciliation d'abord, entre les voisins, entre les amis, entre les chefs, et c'est là-bas le départ. Je suis très mitigée. D'un côté, ok, 64 ans, je suis contente, mais pour fêter quoi en fait? Est-ce qu'on est vraiment, est-ce que la Guinée est vraiment un pays libre? Je ne sais pas. Je me pose la question parce que pour moi, il y a trop de choses encore à faire. Donc, pour moi, parler de la liberté, c'est un